Hello à tous, bienvenue sur SoloQuest, le podcast où on parle freelancing et solo business. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romy Lec, la queen pour optimiser son potentiel, autant d'un point de vue mental que physique. Salut Romy. Salut Axel, merci pour la présentation de Queen. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Je te propose c'est qu'on aille dans le vif du sujet et que tu commences par nous expliquer ce que tu vends aujourd'hui en tant que solopreneur. Ouais, super. Écoute, aujourd'hui, tu verras, on en parlera, ça a beaucoup évolué. Je vends en fait la construction d'un système de performance personnelle. C'est-à-dire que j'accompagne les passionnés à optimiser leur potentiel via plein de leviers qui peuvent être la santé physique, la santé mentale, la performance de leur business. Et en fait, tu le verras, on va en parler, mais tout est lié, tout est systémique. C'est pour ça que je parle de système. Et je parle de système personnel, non pas parce que ça n'a pas d'impact sur le pro, bien au contraire, mais plutôt parce que j'entends par personnel tout ce que on contrôle, tout ce sur quoi on a la main, ce sur quoi on peut agir. Et donc, mon objectif, c'est via mes différentes casquettes, à la fois de coach, de préparatrice mentale, je suis formée en neurosciences aussi, je me forme beaucoup en santé intégrative, bientôt en naturopathie, c'est de pouvoir accompagner en fait les solopreneurs, mais aussi les athlètes, les indépendants, les cadres, voilà. Mais là, on est plus focus sur le soloprenariat avec toi, vers une performance, mais une performance aussi durable et qui respecte leur équilibre. Parce qu'au fond, c'est comme ça qu'ils vont réellement profiter de leur liberté et pas en se cramant, en finissant en burn-out comme c'est très souvent le cas, malheureusement. En vrai, c'est super intéressant et déjà super pitch pour ton business. Mais c'est super intéressant parce que le plus important pour un solopreneur finalement, c'est sa santé. En gros, si tu vas mal, bah, ton business va mal. Donc, si, tu es obligé de prendre soin de toi. Et en vrai, moi, je vois une vraie différence. Enfin, j'ai baigné un tout petit peu dans le domaine des startups, mais les entrepreneurs qui montent des startups, généralement, ils se crament la santé pour justement essayer d'avoir la meilleure boîte possible. Par contre, les solopreneurs, il y en a beaucoup qui essaient de prendre beaucoup plus soin de leur santé. Et toi, ça te vient d'où, du coup, cet intérêt pour la santé et surtout pour les solopreneurs? Ouais, bah l'intérêt pour le solopreneur, ça vient de ma propre expérience, je pense. En fait, moi, si tu veux, je pense que j'ai jamais aimé être mise dans une case. Ça m'a beaucoup frustrée quand j'étais jeune parce que j'avais l'impression que j'étais nulle dans tout, bonne dans tout, mais nulle dans tout aussi. J'avais pas de passion, tu vois. J'avais des copains qui étaient passionnés de tennis, passionnés de danse, de dessin, de maths, j'en sais rien. Et moi, pas du tout. Moi, j'adorais toutes les matières. J'avais aussi, tu vois, la double casquette à l'école. Genre, je me souviens très bien. Genre, j'étais l'intello et en même temps, je me prenais des heures de colle parce que je passais tout le temps les réponses à mes copains et parce que je parlais tout le temps et je répondais aux profs et j'essayais d'avoir. En fait, j'avais pas envie d'être l'intello, mais j'avais pas envie d'être la rebelle. J'avais cette double casquette et je m'éparpille un peu, je divague, mais globalement, je pense que j'ai jamais aimé être restreinte. J'ai fait école de commerce, non pas parce que je savais pas ce que je voulais faire, mais parce que je voulais m'ouvrir toutes les portes possibles au maximum et que c'était un peu la voie royale pour ça. Et puis j'ai eu un parcours entreprise en fait. Avant j'avais un parcours marketing. Et pareil, tu vois, quand je faisais du marketing dans des grands groupes, j'aimais bien le marketing, j'aime toujours bien ça, mais j'avais cette frustration de me dire, mais je fais que ça ou enfin, pourquoi je fais que du marketing? Moi, je voulais aussi faire de la finance, de la compta, du commercial et tu vois de la créa. Et du coup, ça me frustrait d'être cantonnée à un métier. Et je pense que c'est ça que j'adore au final dans le soloprenariat. Et c'est encore différent du freelancing parce que finalement, quand je me suis lancée en freelance, au départ, je faisais la même chose que ce que je faisais en tant que salarié ou presque, avec quelques variantes, tu vois, mais j'accompagnais des entreprises dans de la stratégie de contenu, mais je me suis super vite lassée. Et au final, ce que j'adore avec le soloprenariat, c'est ça, c'est que en fait, tu es libre d'explorer et clairement, tu touches à tout, quoi. Tu fais tout, tu montes ton business, tu vas chercher tes clients, tu fais de la créa, tu écris des scripts, tu crées du contenu, tu fais ton marketing, c'est génial. Et puis, tu bosses avec un spectre de partenaires ou de collaborateurs qui est hyper élargi. Et au-delà de cet aspect un peu touche à tout, il y avait vraiment clairement le besoin de retrouver un équilibre et une liberté. Moi, j'ai quitté mon CDI quand j'étais du coup, pendant le confinement, donc comme beaucoup. Je me suis retrouvée chez moi, à plus rien avoir à faire, à questionner un peu ma vie, je pense comme la plupart des personnes. Et à ce moment-là, je me suis dit, non mais en fait, t'es pas heureuse de te lever le matin, t'es pas heureuse de faire un 9h-18h dans un bureau fermé, vue sur parking, parce qu'en l'occurrence, c'était le cas.
Le seul truc qui me donnait un peu plaisir dans ma journée, c'était le sport. Et donc, j'avais développé une relation au sport qui était plus saine du tout. C'était devenu mon exutoire au lieu d'être quelque chose qui me faisait juste plaisir et du bien. Tu vois, c'était devenu le seul moment, en fait, disons, je sais pas, le dernier espoir de ma journée, tu vois, à tel point que je faisais du CrossFit à l'époque quand j'ai quitté mon CDI. Allez, une séance sur deux, je pleurais quand je passais pas mes barres, quand je passais pas mes records perso, je faisais des crises quoi. Et j'avais une super copine qui est toujours une de mes meilleures amies à l'époque qui me disait Romy, c'est pas normal que tu sois dans cet état-là parce que tu passes pas un record. Certes, on sait que t'es compétitrice, là quand même, il y a une petite nuance à avoir. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que tu vois, c'était un tout. J'avais pas de sens dans mon travail, j'étais pas alignée avec les valeurs de ma boîte. Et surtout, je me sentais coincée, quoi. J'étais coincée dans un bureau, obligée de voir des collègues que j'avais pas envie de voir, obligée d'avoir le cul sur une chaise, obligée de faire telle mission parce que le siège avait décidé qu'il fallait que ce soit telle directive. Non, quoi. Enfin, non, pas du tout. Moi, j'avais envie d'avoir ma liberté. Et donc, j'ai vraiment pris tout à contre-pied. J'ai quitté mon job. Je suis partie 2 ans faire du digital nomadisme et travailler comme freelance. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la liberté, c'était bien au début, mais que pour qu'elle soit durable, il fallait quand même lui donner un cadre, il fallait en prendre soin. Et que quand on était aussi libre que quand on est solopreneur, ça comportait des risques, à la fois parce que du coup, tu décides de comment tu travailles et combien tu travailles, et qu'en général, quand tu as envie de bosser, bah, tu travailles beaucoup trop, tu veut profiter tellement de la vie que tu prends pas en compte la charge que constituent les voyages, le sport et les choses en plus de ton travail. Et à un moment donné, enfin c'est même pas à un moment donné, je pense que c'est petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retrouve un certain équilibre dans tout ça. Et j'ai encore divagué. Tu me demandais aussi d'où m'était venu cet intérêt D'où pour t'es la venu du santé. coup l'intérêt pour la santé et Ouais. Et ouais, bah la santé pour le coup, je me suis toujours intéressée à ça. Mes 2 parents sont médecins. Euh, Au départ, je voulais pas du tout le faire parce que je voulais pas faire comme papa maman. Et puis petit à petit, je me dis que bon bah tu vois finalement, je pense qu'au-delà de la santé, il y a le fait de prendre soin des autres qui était derrière ça. Moi, j'ai toujours adoré conseiller mes copines, être là pour elles. J'étais un peu la psy des groupes, tu vois, même quand j'étais ado. Et surtout, j'ai toujours été très sportive. J'ai même, du coup, je me considère aujourd'hui comme une athlète amateur. Alors peut-être moins aujourd'hui, parce que je suis en période de rééducation post-blessure. Mais en tout cas, j'adore. Ce que j'entends par athlète amateur, c'est tu te fixes des challenges, tu fais de la compétition. Donc moi, j'adore ça. Et très vite, j'ai pris conscience, grâce au sport, qu'en fait, ton corps, c'est pas la conséquence ou le dommage collatéral de tes objectifs de performance. Ton corps, ta santé et ton mental aussi, hein, parce que je dis ton corps, mais ta santé physique et mentale, c'est le moteur de tes performances. Dans le sport, on le sait très bien. Et ceux qui ne le savent pas, ils performent pas. Tu vois, les athlètes, soit ils l'apprennent parce que ils ont un staff et ils sont super bien entourés et petit à petit ils l'apprennent, soit ils le savent déjà, ils sont autonomes et c'est comme ça qu'on performe. Donc je pense que oui, très vite, le sport m'a amené cette dimension santé, physique et mentale dans la performance, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit business. Ok, mais en gros, moi, ce que j'aime bien comprendre quand j'ai des freelances ou solopreneurs en face de moi, c'est leur lancement. Donc là, tu l'as un peu expliqué. Mais toi, la Mm. particularité quand même, c'est qu'en 2020, du coup, tu as tout quitté quand même. Enfin, tu as quitté ton job, la stabilité du CDI, ta routine, ta vie normale. Je sais pas trop à quel moment tu t'es lancé du coup digital nomade. Est-ce que du coup, tu t'es mis en Directement. freelance pour le digital nomadisme ou c'est en Ouais. conséquence aussi du freelancing? Enfin, c'était quoi qui Ouais. te tentait le plus? Ouais. Alors déjà, quand je dis tout quitter, je pense qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du Oui. village, je sais pas comment on dit, remettre les choses à leur place. Moi, j'avais pas beaucoup de contraintes. Enfin, tu vois, je vivais chez mes parents à l'époque parce que j'étais retournée vivre chez mes parents pour des questions financières. J'avais pas de copains, j'avais pas de maison, j'avais pas de voiture. Enfin, si j'avais une Oui. voiture, mais de toute façon, je l'avais pété. Donc bref, j'avais vraiment pas grand-chose. Donc j'avais rien à perdre. Et oui, je me suis mis en freelance en sachant que j'allais voyager. J'ai toujours adoré le voyage. Pour moi, c'était important et ça faisait partie de cette liberté aussi. Je pense que j'avais besoin aussi de couper avec ma ville. J'étais revenue à Dijon à ce moment-là, d'où je suis originaire. Et pour moi, la transition, tu vois, elle se matérialisait aussi par partir loin. Donc, j'avais vraiment cette volonté. Par contre, je l'ai pas fait tout de suite parce que quand tu te lances, je pense que c'est difficile au début de t'imaginer digital nomade, surtout que en réalité, en 2020, tu vois, on n'était pas encore à l'explosion. Ça commençait largement, mais c'était encore les débuts. Et moi, j'avais un peu ce stress de dire oui, mais les clients, déjà, je sais pas si je vais trouver des clients. Ensuite, je sais pas s'ils seront d'accord
que je sois à l'étranger et que je puisse pas être présente. Donc je m'étais dit, bah écoute, tu prends 6 mois, tu déménages quand même. Donc je suis partie vivre à Marseille à l'époque, mais au moins si jamais il y a besoin, tu vois, t'es à 3 heures de train de Paris et ça se fait bien. Donc c'était l'entre-deux que j'avais trouvé. Et au final, ça a même pas duré 6 mois parce qu'au bout de 4 mois, ils ont annoncé le deuxième confinement et du coup, je suis partie juste avant. Non, c'était le troisième confinement. C'était le troisième confinement. Je suis partie jusqu'avant et j'ai pris mes billets. Je suis partie en Martinique. Donc, Ah oui, belle destination pour commencer, mais c'est marrant parce que je ouais. suis digital nomade aussi. Enfin, j'ai mis 2 ans avant de me décider quand même à le faire. Mais aujourd'hui, je suis digital nomade, mais c'est quand même pas si simple de voyager en même temps que de maintenir son business. Toi, Surtout comment quand tu tu t'es te lancé lances. en freelance? Est-ce que tu as préparé quand même ton départ de CDI pour te lancer en freelance? Ou alors c'était vraiment, voilà, YOLO, j'arrive en freelance et t'as tout préparé sur le tas? Non, franchement, je pense que la sécurité que j'avais financière de vivre chez mes parents m'a permis de y aller YOLO. Par contre, j'ai fait en sorte de quitter mon entreprise dans de bons termes et sur une rupture conventionnelle pour avoir le chômage, tu vois. Donc, je suis pas partie non plus les mains dans les poches. L'idée, c'était de pouvoir avoir quand même une sécurité, un matelas. Mais par contre, j'ai pas attendu d'avoir construit mon offre freelance, de savoir ce que je voulais faire. Non, je savais déjà que en fait, je savais qu'il fallait que je quitte mon job et ce que je me disais, c'était si le freelancing ça marche pas, dans le pire des cas, tu trouveras une boîte dans laquelle tu te sens mieux ou tu feras autre chose. Mais en fait, il faut pas attendre d'avoir une meilleure option pour quitter une option qui va pas, tu vois. Parce que d'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait des épisodes sur la peur du vide. On a souvent peur de ça. On se dit non mais attends, je sais pas si j'aurais mieux. Ouais, mais en fait, si t'es pas bien, est-ce que tu peux pas, enfin, t'auras pas pire, tu vois. Donc genre juste barre-toi, prends cette décision. Et je pense que c'était aussi important pour moi d'avoir déjà quitté mon job pour me lancer en freelance. Alors après, avant de quitter mon job, j'avais travaillé beaucoup sur de l'introspection, j'avais appris à me connaître, j'étais plus mature, mais je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas ce que je voulais vendre, je savais pas comment me vendre, j'en avais aucune idée, j'étais pas sur LinkedIn. Enfin, si j'avais 3 contacts, tu vois, mais à l'ancienne quoi. Et mais par contre, j'étais consciente que j'avais besoin si je voulais, et ça on en parlait en off tout à l'heure, j'avais conscience de si je voulais donner toutes les chances à un projet de réussir, il fallait que j'y consacre tout mon temps. Et donc pour moi, c'était essentiel de quitter mon job pour être libre à la fois d'un point de vue organisation, gestion du temps, mais aussi mentalement, tu vois, te dire, mais en fait, ça y est, juste, je suis débarrassée, tu t'enlèves un poids et en fait, là, je peux me concentrer sur ce qu'il y a devant, dans le futur, et je suis pas tirée par, accaparée par du stress, par de l'anxiété liée à mon job ou liée à la situation actuelle. Donc, j'avais besoin vraiment de ce changement pour pouvoir avancer. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Je fais beaucoup de pédale d'accélérateur, pédale de frein, stop, je repars. Tu vois, je suis pas en continu. J'ai des phases, j'ai énormément de phases dans ma vie. Je suis en constante transformation et à chaque fois, il y a des moments où il faut que je fasse rien, où il faut que j'ai le vide complètement pour savoir quelle direction je reprends après, quoi. Et comment C'est un tu peu t'es lancé abstrait. en freelance? C'était quoi les premières choses que tu as mis en freelance? Tu as commencé peut-être à publier sur LinkedIn. Enfin, comment tu as trouvé tes premiers clients en Ouais, freelance? les premières choses que j'ai fait, honnêtement, c'est du réseau. En fait, à l'époque, j'ai rencontré Margot Roux en virtuel, parce qu'on était confinés. Et on a beaucoup échangé. C'est elle qui m'a ouvert la voie dans, OK, en fait, être freelance en marketing, généraliste aussi, parce qu'à l'époque, ça, c'était un vrai sujet. J'étais pas spécialiste et moi, je pensais que le freelancing, c'était pour les graphistes et les community managers. Moi, j'étais consultante en marketing créatif, tu vois, donc rien à voir. C'est elle qui m'a ouvert cette voie. Et puis en fait, je me suis dit, mais la première étape, c'est de bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà de l'avance sur moi, au lieu de faire les mêmes erreurs. Donc j'ai appelé un max de freelance, j'ai été en réseau avec beaucoup de personnes et ça m'a beaucoup aidé à me construire une vision de ce qu'était le freelancing, parce que je pense que le plus dur, c'est d'avancer à vue quand tu n'as aucune idée de où est-ce que tu vas. J'adore la citation de Sénèque, il n'est de vent favorable pour le marin qui ne sait où il va. Je pense que même si tu sais pas exactement comment tu vas, avoir un cap, c'est bien. Et donc avoir une bonne idée de pourquoi est-ce que tu fais les choses, qu'est-ce que va t'amener ces décisions que tu prends, c'est super important. Et après, oui, LinkedIn. LinkedIn, ça a été le gros canal au début. J'ai créé du contenu, mais j'ai pas dû créer du contenu marketing parce que déjà je savais pas ce que je vendais, Mhm. donc j'ai clairement pas lancé une offre sur LinkedIn. Par contre, je me suis dit bah écoute, juste t'as besoin d'être présente, t'as besoin de te faire connaître. Euh, je te l'ai dit en début d'épisode, tu peux y aller. J'ai pas de tabou, j'ai jamais eu de tabou. Je pense que j'ai plein de choses dont je suis pas fière, mais je m'en fous en fait. J'ai pas peur du regard des autres, ça je m'en suis assez affranchie rapidement.
J'ai peur du jugement des gens pour qui j'apporte beaucoup d'importance ou tu vois d'admiration. Eux, le jugement, il m'emporte beaucoup. Le regard de ceux que je connais pas, j'en ai pas grand-chose à faire. Du coup, j'ai très vite posté, finalement, fait du building public, mais sur mon quotidien, quoi. J'ai posté mes questionnements, j'ai posté les réflexions que j'avais, j'ai quand même fait un petit peu de contenu à l'époque sur le marketing engagé parce que c'était ma phase du moment. Parce que même si je voulais être généraliste, j'avais conscience qu'il fallait bien que je propose quelque chose, quoi. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai osé, quoi, et j'ai envoyé des messages. Je sais pas comment, je me rappelle plus à l'époque, mais je crois que j'avais identifié peut-être 10 boîtes avec lesquelles je me disais, ah, ok, d'un point de vue valeur, j'aimerais bien bosser avec elles. C'était des marques plutôt engagées dans le domaine du sport, du bien-être. Parce que aussi, je pense que, en fait, encore une fois, c'est une histoire de friction. Moi, je quittais un job dans lequel j'étais pas du tout en adéquation avec ses valeurs. J'avais cette frustration de ne servir à rien. J'avais un manque de sens. J'avais envie de faire les choses bien. On était aussi beaucoup à parler d'écologie à ce moment-là. C'était la grosse tendance Time for the Planet, tu vois. Donc, tu te laisses un peu porter par le flot de l'actualité aussi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, moi, je veux bosser pour des marques qui portent les mêmes valeurs que moi ou qui sont engagées, qui essaient de faire bouger les choses. Donc, j'ai identifié 10 boîtes à l'époque et j'ai envoyé des messages. J'ai bossé gratos au sens où j'ai pris leur strate de contenu, j'ai analysé, j'ai fait des recos avant même de savoir si le mec allait me répondre. Parce que j'avais du temps. J'avais du temps, j'avais pas d'argent. En tout cas, j'en avais pas forcément besoin, mais en tout cas, j'avais beaucoup de temps. Et c'est toujours la question de si tu as du temps, pourquoi est-ce que tu cherches à l'économiser? En fait, vas-y, dépense-le et c'est ça qui t'apportera de la valeur après. Et ça a payé. J'ai eu mes premiers clients comme ça. Euh, et après, je pense que c'est l'erreur que j'ai fait. Je me suis un peu laissée porter par ces premiers clients. J'ai pas du tout continué à prospecter. Et au bout d'un moment, j'avais plus trop de clients. Mais c'est tombé aussi à une phase de ma vie où le marketing, ça me saoulait. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as plus trop de clients. En soi, est-ce que c'est grave? Arrête de bosser quelques instants. T'as de quoi tenir plusieurs mois sans bosser. Et c'est à ce moment-là où j'ai lancé mes médias, ma newsletter et mon podcast. Ok, super intéressant. Mais en vrai, la production de contenu où en fait tu parles pas à ta cible, ça c'est un sujet assez important parce que, enfin moi je l'ai vécu aussi. Hein. J'avais commencé sur LinkedIn. Pour autant, je faisais beaucoup de posts pour les freelances et finalement LinkedIn n'a jamais été vraiment un canal d'acquisition pour moi parce que aussi je faisais des posts à destination de personnes qui étaient pas ma cible. Donc toi, est-ce que tu as quand même réussi à convertir des personnes niveau marketing à l'époque via tes contenus sur LinkedIn ou c'est que la prospection qui t'a ramené des clients? Je pense pas via mes contenus, mais je pense le fait de créer des contenus, puisque mon offre à l'époque, c'était quand même de faire de la stratégie de contenu et du personal branding, ça me crédibilisait parce que du coup, j'allais contacter des gens, ils voyaient ensuite le contenu que je créais, ils se disaient, OK, c'est Kali, on peut lui faire confiance. C'était vraiment plus ma vitrine. Je le voyais comme ma vitrine Insta, tu vois. Pareil, c'était la vitrine pour montrer ce que je savais faire. Par contre, derrière, j'avais conscience que ça passait beaucoup par l'humain et que en fait, c'était un contact. Et encore aujourd'hui, en tant que coach, franchement, je crée mais 1000 fois plus de contenu qu'à l'époque. Je suis présente sur Instagram, j'ai même été sur TikTok, sur LinkedIn. Je crée du contenu quasiment tous les jours. Franchement, quasiment tous mes leads ne viennent pas de ça, ne viennent pas de ces posts directement. Ça me donne un peu de visibilité. Mais derrière, moi, les coachés que j'ai aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des gens qui suivent ma newsletter depuis un moment ou qui ont écouté mes podcasts. Et je pense que c'est vraiment le média qui a changé la valeur que j'apportais à ma communauté et donc la confiance qu'elle m'apportait, plus que le contenu stack. Tu vois, aujourd'hui, le contenu stack, c'est mon début de funnel, quoi. Enfin, en gros, c'est mon canal d'acquisition de base de communauté. Derrière, ça convertit pas du tout. Il faut que ça passe par plus de proximité. Et cette proximité, pour moi, c'est mes médias. Ouais, et qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ton podcast et lancer ta newsletter? Enfin, c'était quoi la démarche? Enfin, moi, je l'ai lancé parce que ça me plaît, le soloprenariat, etc., et de démystifier tout ça. Le podcast, je l'ai lancé très peu de temps après la newsletter parce que ça faisait sens de le lancer en lien aussi avec les analyses que je propose sur la newsletter. Mais toi, c'était quoi la démarche? C'était pas ça du tout. Ma newsletter, c'est le moment où je me cherchais, où je savais que j'avais plus envie de faire du marketing. Je sais plus à l'époque, tu vois, mais c'était un peu la mode des newsletters. Tout le monde lançait sa newsletter et moi, je me suis dit, bah ok, tu sais quoi, why not?
Et en fait, je l'ai pas du tout vu comme un canal marketing au départ, tu vois. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je commence à peine à me mettre à faire des, des tunnels de vente. Donc, je faisais pas du tout des campagnes mail. Ça n'a jamais été mon truc. Mais par contre, moi, j'ai toujours adoré écrire. Ça va avec cette personnalité, je pense, un peu introspective, besoin de se chercher, d'apprendre et tout. J'apprenais aussi beaucoup de choses parce que je me cherchais et je me disais, non, mais attends, quitte à apprendre plein de trucs, à chercher plein de choses, bah, partage-les, quoi. Enfin, au moins, ce sera pas perdu. Et ouais, justement, à cette époque, je pense que je commençais ouais, c'était ça. Oh là, tu vois, je me fais le résumé en même temps. Mais en fait, après avoir fait du marketing plutôt strat de contenu et tout, j'avais un peu cette tendance du growth. Et j'avais envie d'apprendre le growth marketing. Je me disais, ah, la data et tout, ça va être cool, ça va renouveler un peu. J'étais pas tout de suite dans cette logique de coach. Et du coup, j'ai commencé ma newsletter pour ça, en partageant en fait. Non, attends, Mais du c'est coup, il a ça? évolué ton contenu en cours de route. Tu as la même newsletter aujourd'hui que celle que tu as lancée ou Pas t'en as du créé tout. une C'est pour ça deuxième que j'ai sur les dû. sujets d'aujourd'hui? J'ai la même, mais elle a hyper évolué. C'est pour ça que je me perds parce que tu vois, je suis en train d'essayer de me faire le fil, mais je sais même plus par où j'ai commencé. Ma newsletter, elle est passée par je raconte ma vie de digital nomade, je parle de finances personnelles, je parle de growth marketing, de métaverse. En fait, c'était juste mon journal de bord de mes apprentissages et de mes explorations personnelles. Et je pense que ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas une grosse audience, mais c'est une audience qui ne me quitte plus, ou très peu pour la plupart, depuis du coup 2021 où j'ai lancé ma newsletter. Et ça, c'est trop fort parce qu'en fait, clairement, ces gens-là, c'est juste des gens qui m'accompagnent dans mon parcours. Tu vois, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui aiment ma façon de raconter les choses, mes réflexions personnelles. Et encore une fois, je leur vends rien du tout. Je commence à peine à faire mon autopromotion sur ma newsletter parce que le fait d'avoir utilisé ma newsletter comme mon journal de bord ou mon journal d'exploration perso, ça fait aucun sens. Si tu veux, dans mon audience, il y a des gens qui viennent de tout bord, toute personnalité, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Donc ça, c'est un de mes gros objectifs de cette année, c'est de venir aussi écrémer ma newsletter pour qu'elle soit plus pertinente, plus qualifiée, pour que je commence un petit peu à m'en servir comme un outil business et plus comme un journal de bord, même si j'aime toujours cette approche d'être super authentique dedans. Et mon podcast, c'était clairement l'opportunité business, tu vois, qui venait derrière. C'est que je me suis dit, en fait, opportunité business, pas au sens vendre quelque chose encore, mais je me suis dit à ce moment-là, j'ai besoin de me faire du réseau, j'ai besoin de me faire des contacts. Et en fait, ces gens que je veux contacter, le meilleur moyen de les contacter, c'est de leur proposer de les interviewer dans une newsletter. Je pense que dans un podcast, je pense que tu pourras confirmer ça. Les gens, ils sont beaucoup plus ouverts quand tu t'intéresses à ce qu'ils font. En fait, c'était toujours un peu des deux. C'est toujours, tout ce que je fais, c'est un peu drivé par le business et un peu drivé par j'ai envie de le faire en fait, simplement. Des fois, je me pose pas la question. Des fois, je me dis ok, j'ai envie de le faire, je le fais. Et puis si ça m'amène du business, tant mieux. Parce que oui, j'avais envie d'aller contacter ces personnes clairement pour me faire du réseau. Et en même temps, j'avais envie qu'ils me racontent leur histoire parce que je savais que j'allais apprendre plein de choses. Tu vois, j'ai interviewé des entrepreneurs, des sportifs, des athlètes et tout, des explorateurs, des experts. C'est génial ces moments d'échange. Et encore aujourd'hui, j'adore interviewer des personnes. Je filtre beaucoup plus qui j'interviewe parce que ben, moi aussi je prends en maturité, donc il y a des sujets que je maîtrise plus, donc je vais forcément aller chercher des personnes un petit peu plus experts ou un petit peu plus spécifiques dans leur domaine. Mais j'adore, c'est des moments et pourtant c'est un canal d'acquisition marketing pour moi, mais c'est surtout un gros moment de kiff quoi. Bah, en vrai, le podcast, c'est un format un peu égoïste, hein. On va pas se mentir. Pour celui, en tout cas, qui fait le podcast, en gros, c'est ultra intéressant d'avoir des personnes, des pairs ou autres sur un sujet donné. Moi, j'ai atteint, on va dire, certains solopreneurs avec qui j'aurais pensé jamais parler de ma vie. Et en fait, Mm, l'excuse du podcast permet de les contacter, de faire un call avec eux. Là, on a parlé avant l'épisode, en vrai, c'était cool. Et on n'aurait peut-être jamais discuté, enfin si on avait fait un call avant, mais mm. l'excuse du podcast, en vrai, elle est assez cool. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton année 2022, parce qu'en Ouais, gros, en 2022, tu as eu un gros changement. Enfin, avant, tu faisais du marketing, tu en fais peut-être encore un ouais, peu toujours, mais j'essaye plus trop. tu as fait un gros changement en 2022. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, en fait, c'était un gros changement, mais qui était un peu aléatoire et progressif à la fois. Euh, c'est aussi arrivé à ce moment-là où vraiment le marketing dans ma tête, j'en avais marre. Encore une fois, je pense que ça c'est lié à ce truc de j'avais juste besoin de changement. C'est pas que j'aimais pas le marketing, c'est que j'avais besoin de voir autre chose que de la strate de contenu, des posts LinkedIn et du personal branding. Et
Et peut-être que d'un point de vue financier, on en parlera, économique, j'aurais dû rester dans cette voie. Mais au fond de moi, j'avais quelque chose qui me disait non, 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 c'est pas ça. Et en fait, c'est super difficile puisque quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te dit c'est pas ça, mais que tu sais pas c'est quoi le ça, ok, mais je fais quoi à la place? C'est hyper difficile de se dire bah en fait fais-toi confiance, va vers l'inconnu. Et à l'époque, j'étais digital nomade et j'ai eu besoin en fait de rentrer en France pour me poser, pour être dans un environnement connu, parce que ça aussi c'est quelque chose dont on parle peu. Mais quand tu es digital nomade, tu es en permanence dans l'imprévisible, dans l'inconnu, dans l'adaptation, dans l'adaptabilité. Et quand tu t'adaptes physiquement, techniquement, d'un point de vue organisationnel, c'est très très dur à ton cerveau, pour ton cerveau de lui aller chercher du nouveau. Alors oui, ça stimule la créativité dans une certaine mesure, mais en fait, ça accapare aussi beaucoup ton énergie attentionnelle, et donc c'est très difficile de se poser, de prendre du recul et de la hauteur sur les choses quand on est en permanence en mouvement. Moi, j'ai eu besoin de rentrer en France. Les derniers mois de nomadisme, j'étais à Bali, et à Bali, ça grouille de coachs en tout genre. Je pense que tu as des coachs pour tout et n'importe quoi, littéralement. Peut-être même tu as un coach pour ton chien, j'en sais rien, tu vois, mais il y a vraiment des coachs dans tous les sens. Et moi, je trouvais ça un peu gourou, mais j'aimais le principe de dire, attends, j'accompagne quelqu'un à atteindre ses objectifs. Et c'était très en lien avec mes valeurs. Tu vois, j'ai toujours aimé être dans la psycho, aider les gens, donner des conseils, faire réfléchir, poser les bonnes questions. Je suis super curieuse. Donc, je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas moi, tu vois, finalement, si tout le monde le fait, et puis si en plus, surtout, ils gagnent des millions, tu vois, pourquoi pas moi? Donc, je me suis dit, ok, mais mes coachings, je suis pas convaincue à 100%. Et quand je suis rentrée en France, je me suis posé la question de me former en naturopathie, je me suis posé la question de retourner en psycho à l'université, et j'avais pas du tout envie de retourner à l'école. Et finalement, par hasard, je suis tombée sur une formation à l'université quand même, un diplôme universitaire de préparation mentale. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas mal la prépa mentale, j'y avais pas pensé. Vraiment, c'était littéralement, ok, pourquoi pas. Mais je trouvais ça cool parce que tu avais cette approche psycho sans te taper 8 ans d'études pour être psychologue. Tu avais l'approche coaching, one-one accompagnement, mais sans être trop gourou, parce que la préparation mentale, tu es hyper concret, tu es dans l'action, tu es dans de l'entraînement mental. Donc, c'était quelque chose de très, vraiment très concret et actionnable. Et ça me parlait beaucoup. Et je me suis dit, tu sais quoi, Romy, en fait, franchement, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Ça te parle, ça m'animait, je sentais que c'était quelque chose qui m'excitait. Je me suis dit, meilleur des cas, tu deviens préparatrice mentale. Pire des cas, ça t'aidera à être meilleure dans ton business et dans le sport. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, forme-toi sur des choses que tu kiffes, comme d'hab, et en fait, ça sera jamais perdu. Et il se trouve que j'ai adoré ça. Et j'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, je suis à la fois prépa mentale, mais j'ai élargi ce spectre parce qu'on en parlait tout en début d'épisode. Je trouve que se focus que sur le mental, ça fait aucun sens. Pour moi, on est un tout, on est systémique. Notre mental fonctionne avec notre physio, avec notre corps, notre alimentation, le sport, le mouvement, tout ce qu'on fait. Et le mental est aussi directement lié à ton business. Donc, il y a des relations à faire dans tous les écosystèmes. Donc j'ai continué en fait mes études. Finalement, j'ai fait 6 ans de diplôme universitaire officiellement, mais je me formais en parallèle. Là, je suis en train de terminer une formation en neurosciences. Je me suis formée beaucoup en santé intégrative. Je suis auto-formée en nutrition fonctionnelle, alimentation, même pratique sportive. Même si tu vois, je suis pas coach et je me forme pas, mais je fais mes programmes sportifs. Je me forme beaucoup sur comment fonctionne le corps humain. Donc et ça va toujours dans cette dynamique de, en fait, j'apprends pour moi et je le partage, quoi. Ok, trop cool. Mais en vrai, c'est grave intéressant. En gros, ce switch que tu as fait du marketing bah, vers un sujet qui a rien à voir en soi. Mais du coup, Ça, il a à niveau voir en financier, soi. C'est juste que oui, tu accompagnes les mêmes personnes, c'est juste que tu les accompagnes pas de la même manière. C'est juste que j'accompagne toujours aujourd'hui des entrepreneurs ou des indépendants. Je pourrais même accompagner des cadres, mais j'accompagne les personnes. Déjà, j'accompagne plus les marques ou les boîtes, j'accompagne l'humain et je les accompagne sur toute la matière qu'il y a autour de leur business et, euh, et dont ils n'ont pas conscience de l'impact que ça a sur le business plutôt que de me focus sur le business en lui-même, quoi. Parce qu'il y a des gens qui le et font beaucoup mieux que moi. ça se présente comment un coaching avec quelqu'un? En gros, tu fais un premier call où tu fais un état des lieux, on va dire, de l'existant, et après tu fais vraiment un truc personnalisé sur plusieurs mois? Ouais, c'est hyper personnalisé. C'est autant personnalisé sur la durée que sur le contenu, que sur l'approche. Parce que aujourd'hui, j'ai plusieurs profils. Moi, ma cible globale, c'est les performants, c'est-à-dire les gens qui ont envie de se fixer des objectifs ambitieux et de les atteindre.
Moi, coacher juste pour du bien-être, c'est pas mon truc. Et coacher juste pour de la santé, de la pathologie, je suis pas formée. C'est pas mon métier. Dans ce cas-là, il faut aller voir des médecins, des psychologues et des thérapeutes. Moi, j'accompagne vraiment au changement et au challenge, à la performance. Et comment ça se passe? La première étape à chaque fois, c'est une phase de diagnostic parce qu'il faut que je me mette dans la peau de la personne que je vais coacher et que je comprenne d'une part comment elle fonctionne mentalement, mais aussi tout son écosystème, tout son système de vie en fait, parce que justement, on en parlait, tout est lié. Aujourd'hui, dans ce que je fais, c'est que moi, j'ai vraiment cette approche plus globale. Je suis pas experte du sommeil, je suis pas experte de troubles digestifs, je suis pas experte Google Ads, c'est pas mes spécialités, mais je suis capable d'observer un système, donc le système de la personne, et de voir où est-ce qu'il y a des points de blocage, où est-ce que ce serait intéressant de travailler. Là où je suis experte, c'est sur la partie coaching mental. Et si tu veux, c'est le fameux T, tu vois, j'ai les diagonales, enfin j'ai l'horizontale, je sais pas si tu vois la forme T, le modèle, où en fait tu as toutes tes compétences, je sais plus exactement les termes, mais en fait tu as tes compétences horizontales, où tu as un panel de compétences où tu es moyennement expert, enfin t'es pas expert d'ailleurs, tu connais mais t'es pas expert, et puis tu as une verticale dans laquelle tu es spécialisé. Moi c'est ça. Je maîtrise plutôt bien l'alimentation, le sport, le sommeil, tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, la productivité, l'environnement de travail, le business quand même, on va dire que c'est toutes ces horizontales. Et derrière, je suis experte dans la partie coaching mental. Et en fait, quand je prends une nouvelle personne en accompagnement, j'ai vraiment cette première phase de diagnostic qui me permet de me dire, OK, où est-ce qu'on peut avancer ensemble? Où est-ce que je suis suffisamment armée pour t'aider à reconstruire ton système? Donc moi, j'aide à mettre en place le système de la personne, c'est-à-dire les projets, la priorisation, je travaille sur tout ce qui est objectif, mais aussi les habitudes, les routines, le travail d'introspection, peut-être de travail sur soi, c'est hyper varié, ça dépend des objectifs ou des problématiques de la personne. Et derrière, s'il y a besoin d'aller en profondeur sur une thématique, là, je suis capable de dire, écoute, là, je te réoriente vers une personne qui est plus experte que moi. Mais déjà, en général, quand tu mets en place des petites choses sur un peu tous ces points de blocage du système, tu arrives déjà à faire de gros changements. C'est la force des petites habitudes, tu vois, Atomic Habits. C'est qu'en fait, parfois, t'as pas besoin de passer des heures et des heures à faire du coaching ou t'as pas besoin de transformer ton alimentation. En fait, il suffit de mettre en place des bons petits changements qui, parce que tout est systémique, vont venir modifier l'ensemble de ton système et donc ta santé et tes performances. Plus concrètement, c'est une phase de diagnostic en fonction de la personne, en fonction de l'objectif. Et je vais définir la méthode. Je vais te dire, par exemple, OK, on va travailler sur tes routines. Ou alors, OK, on a besoin de faire des séances plutôt de coaching. Parce que là, il y a clairement, je sais pas, un problème d'un point de vue estime de soi, confiance. Et donc, on va travailler sur du coaching. Ou alors, OK, t'es sportif, tu prépares une compétition, t'as des gros enjeux de gestion de stress. Je vais carrément passer sur de l'outillage direct. Peut-être qu'on va faire une première phase d'analyse, de coaching pour comprendre d'où vient le stress et où sont les mécaniques. Mais en même temps, je vais t'amener des outils qu'on va intégrer dans un entraînement mental pour que toi, tu sois autonome dans la gestion de ton stress. Donc, vraiment, c'est hyper vaste. Je pense que ça pourrait être mon problème, mais j'essaie d'en faire ma force, de dire qu'en fait, je suis suffisamment bonne dans tout pour mettre en place des petits changements. Maintenant, s'il faut transformer un des leviers de ton système, je suis peut-être pas la meilleure placée pour le faire. Mais souvent, les personnes viennent avec ces problématiques-là. En fait, j'ai un problème, je sais pas vraiment d'où ça vient et j'ai besoin de remettre à plat parce qu'en général, quand tu sais déjà que t'as un problème très très particulier, tu vas voir un expert, quoi. Et après, ça veut pas dire que tout est indépendant non plus. Par exemple, moi, j'ai une personne qui est venue me voir parce que elle est extrêmement fatiguée au boulot, elle a plus d'énergie, elle fait des insomnies. Bon, ces insomnies sont liées à la gestion de son stress, qui est liée à la gestion de sa charge mentale, à sa capacité à dire non. Donc là, on est dans le domaine du coaching, du pourquoi je sais pas dire non. C'est aussi lié à son alimentation, au manque d'activité physique, à la sédentarité. Et donc, tu vois, moi, là, à ce stade, je dis, OK, moi, je pense que les problèmes peuvent venir de ça, 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 ça. On met en place des petits changements, on met en place des routines, des actions. Il y a des résultats. Et si, à terme, les résultats sont pas encore suffisants parce que il faut aller plus profond que ce que j'ai pu faire dans un premier temps, peut-être qu'il faudra aller voir un expert. Mais en général, déjà, quand tu commences à mettre à plat le système, que tu restructures, que tu comprends que tout alimente tout, que tout est lié et que des bonnes habitudes en termes d'hygiène de vie changent ta façon de travailler, changent tes capacités cognitives,
change ton niveau de stress, tout ça est lié. De la même façon que prendre le temps de te connaître, travailler sur l'introspection, c'est loin d'être une perte de temps pour ton business. C'est ça qui va t'amener à prendre des meilleures décisions plus vite. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et dans le soloprenariat sur l'impact de la santé physique, mentale, de l'hygiène de vie sur nos performances. Parce que vraiment tout est lié, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi complexe à expliquer, parce que ça a besoin d'être hyper personnalisé, tu vois. On en a parlé. Moi, j'ai essayé de faire un bootcamp. Le modèle, il n'a pas fonctionné pour moi à l'heure actuelle parce que c'est trop personnalisé, c'est trop personnel. Ça dépend de chacun. Par contre, j'ai vraiment envie de construire une méthode pour aider à chacun, pour permettre à chacun de vraiment reprendre le contrôle et optimiser eux-mêmes, dans la mesure du possible, leur propre système pour être plus performant de manière durable, sans exploser, sans se cramer, sans finir en burn-out, quoi. Bah, en soi, on peut travailler moins pour gagner plus. Enfin, on dit toujours travailler plus pour gagner plus, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, il y a des manières de mieux travailler, d'être plus performant justement pour mieux gagner sa Mm. vie. Toi, il y a eu toujours des impacts business de tes coachés, en gros en termes de peut-être revenus, pour certains s'ils sont indépendants, ou même en qualité de travail ou autre. Ouais, en termes de revenus, je peux pas te le dire parce que les coachés que j'accompagne sur ces 10 Dynamic Less, c'est encore récent, donc on est encore en process. Mais oui, il y a eu des gros impacts d'un point de vue gestion du business. Si tu veux, par exemple, j'ai un coaché, donc je vais pas le citer évidemment, qui est venu me voir pour justement de beaucoup d'anxiété, de la gestion du stress et finalement qui n'arrivait pas à avoir des communications efficace et saine avec ses employés, avec son équipe. Donc, t'imagines derrière les répercussions business, même si on peut pas dire ok, ça ramène tant de chiffre d'affaires, mais le fait de travailler, on a beaucoup travaillé sur son estime, sur l'introspection, sur la connaissance de soi. Bah derrière, ça a amené beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance et donc beaucoup moins conflictuel dans sa communication avec ses équipes. Donc, automatiquement, une meilleure ambiance dans l'équipe, tu vois, plus de facilité à Mm. dire les choses, de meilleures décisions aussi. Pareil, tu vois, une entrepreneuse que j'accompagne, là, on est en process justement dans toutes ces problématiques d'énergie, de fatigue chronique, d'insomnie. Bah, t'imagines bien que prendre des décisions quand t'arrives pas à dormir professionnellement, forcément, ça impacte ton business. Être sédentaire, être stressé, être anxieux, et au-delà de ton business, hein, ça impacte aussi ta vie perso. Faut se le dire, quand tu rentres le soir épuisé parce que tu as mal géré ta journée ou parce que tu as eu un niveau de stress accumulé qui est beaucoup trop élevé, que tu sais pas comment faire redescendre la pression, ton couple ou ta vie de famille, elle prend cher aussi. Voilà, il y a plein de problématiques. Je te parle de gestion du stress, mais franchement, ça peut être dans la capacité à se fixer des bons objectifs qui te motivent à terme et qui fait que tu ne lâches pas le projet à J plus 60. Parce qu'on on les connaît, les bonnes résolutions et les lancements de projets qui aboutissent pas. Toi, t'es super calé sur le OK, j'arrive à passer à l'action. Moi, je fais en sorte que derrière, une fois que tu as passé à l'action, tu gardes cette énergie, cette motivation et cette concentration aussi à atteindre tes objectifs. Justement, la concentration, tu vois, j'en parle beaucoup. Il y a des petits hacks tout simples, comme le fait de s'exposer à la lumière du jour. Là, on active à la fois le cycle circadien qui permet de mieux dormir, mais on vient aussi activer des zones neuronales qui te permettront d'être plus focus. Tu disais tout à l'heure, travailler moins, c'est pas forcément travailler plus. Moi, je suis la première à dire qu'il faut prendre des pauses le plus possible. Alors, ça veut pas dire toutes les 5 minutes et ça veut pas dire pour scroller sur son téléphone, attention, mais prendre des pauses efficaces, sortir, marcher, bouger. Tu vois, hier, il pleuvait à Sceaux, je pouvais pas sortir l'après-midi. Je me suis levée de mon bureau, j'ai fait 50 squats et je suis retournée m'asseoir. Mais c'est tout bête, mais en fait, juste donner du mouvement à ton corps, faire une activité, tu viens, tu resets et t'es plus focus. Ce genre de choses, tout ça, ça impacte largement ta productivité. Donc, si ça impacte ta capacité à travailler plus efficacement et non pas forcément plus, évidemment, ça va impacter ton business, mais de la bonne manière. Parce que tu en as des conseils business et productivité, etc., pour en faire toujours plus, toujours plus. Oui, tu vas avoir des gains à court terme, mais on se revoit dans 1 an, 2 ans ou 3 ans et on en reparle. Tu vois. Mais tu l'as mentionné à un moment, c'est ton changement qu'en gros, en termes financiers, tu aurais peut-être mieux fait de continuer sur le marketing. En gros, vendre du freelance, on va dire, enfin, vendre son temps à des entreprises B2B, c'est beaucoup plus simple que de vendre pour... enfin, c'est du B2B2C, là, ce que tu es en train de faire avec tes coachings. Mais du coup, en termes de vente, c'est quand même, je pense, plus compliqué aujourd'hui de te vendre. Tu as eu une année creuse aussi quand tu as fait ce changement en 2022. Est-ce que tu pourrais nous Mm. partager peut-être un peu tes chiffres ou
nous parler du slowpreneuriat, justement, ce que tu essaies de promouvoir aussi au sein de tes contenus. Ouais, alors je peux le marketiser, hein, mais la vérité, c'est que j'aimerais bien faire des chiffres d'affaires à 10 chiffres à l'année. Ouais, 2022, je sais plus le chiffre exact, j'avais fait un post LinkedIn sur le sujet, mais globalement, j'ai pas gagné plus de 2 000 euros à l'année. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai eu des dépenses énormes parce que justement, je me suis formée énormément. Et ça, c'est une grosse charge quand on entreprend, quand on est dans cette dynamique de reconversion, c'est qu'il faut prendre en compte qu'on va dépenser beaucoup. Mais c'est pas qu'une charge, c'est un investissement pour le futur. Ensuite, parce que moi, j'ai jamais été partisane du bosser pour me cramer la santé. J'ai toujours besoin d'avoir des journées qui sont relativement équilibrées. Tu vois, ce matin, je suis allée courir, je vais m'entraîner 2 heures aujourd'hui, je vais aller chez kiné. Je fais des choses qui me servent, qui me font du bien et j'en ai besoin parce que je pourrais faire ma journée à bosser de 8 heures ou de 6 heures même, parce que je suis réveillée tôt, à 21 heures et ça m'arrive de le faire. Néanmoins, je mets 3-4 jours à le récupérer derrière. J'ai un état d'anxiété qui n'est pas bon pour ma santé. J'ai des insomnies, des troubles digestifs, des problèmes de santé, donc c'est pas durable. Et derrière, oui, évidemment, je pense que quand tu te reconvertis déjà professionnellement, il y a toujours un peu une phase de latence dans laquelle il faut éduquer ta communauté sur le fait que tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Moi, aujourd'hui, on me sollicite énormément pour faire du marketing. J'ai plus envie, d'une part, et je pense que je suis plus douée pour ça, d'autre part. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, tu vois. Pendant encore longtemps, je me disais, oui, experte en marketing, c'est faux. C'est faux, en fait. Mes dernières études en marketing remontent à 2018. Je ne suis plus à jour. Je n'aime pas apprendre sur ce sujet. Je m'intéresse pas, donc en fait, je ne me forme pas en continu. Enfin, tu vois, je veux dire, oui, je sais ce que c'est un funnel de vente. Oui, je suis capable de faire une campagne mail, mais de là à accompagner des clients là-dedans, non. J'ai arrêté de me former sur ces sujets. Foutez-moi la paix. C'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Point. Et c'est très dur de faire comprendre aux gens que tu as switché, parce que moi, mon LinkedIn à l'époque, tu l'as bien compris, c'était que des gens qui me voyaient comme une marketeuse. Donc le jour où tu commences à leur dire que tu fais de la prépa mentale, puis après tu viens cocher tes performances, ils sont là, mais t'as pas fait STAPS? Ben non, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation à tout ça. Et ensuite, oui, en effet, je pense que vendre aux entreprises ou même juste, tu vois, j'ai une période où j'accompagnais des freelances, des indépendants en personal branding, en prise de parole, sur les réseaux. Là, je pense qu'encore, c'était une diagonale qui m'aurait permis de gagner mieux ma vie, mais simplement parce que je capitalisais sur ce que j'avais fait avant. L'erreur que j'ai fait dans tout ce process, c'est que j'ai vu le changement comme un changement radical où il y avait plus de lien entre avant et après. Si tu veux, je me suis dit non, je fais plus de marketing, je veux plus rien avoir avec l'univers des startups, des machins. Je veux accompagner en prépa mentale. Donc en fait, foutez-moi la paix le business. Moi maintenant, je fais de la santé entre guillemets et de la performance. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ce système tout était lié et que du coup, j'avais pas besoin de laisser de côté tout ce que j'avais construit avant. Il fallait juste que j'utilise différemment le capital business entre guillemets que j'avais construit dans ce que je fais aujourd'hui. Donc forcément aujourd'hui, je pense que je suis dans la bonne dynamique pour ça, mais ça prend du temps. Le soloprenariat, ça prend du temps aussi, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à faire des contenus sur mon média, des podcasts, mais je le fais aussi parce que j'ai moins de demandes de clients, mais j'ai aussi moins de demandes clients parce que le temps que je passe à enregistrer des épisodes, le choix de la stratégie de contenu inbound, ben, je ne prospecte pas. Donc, et quand je te dis que je suis nulle en marketing, c'est que ça, la prospection, pour moi, c'était un mot, ah là là, mais je voulais pas en entendre parler, vraiment. Déjà parce que je savais pas faire, je pense que je suis toujours très nulle pour ça, et que j'en avais pas envie. Et du coup, je me suis dit, mais je vais compter à 100% sur mon contenu. Et quand tu te lances et que c'est OK pour toi d'avoir un petit client par-ci par-là, bah tu te dis ah mais ça marche, c'est cool. Et quand tu commences à dire non mais attends, mon chiffre d'affaires il stagne là. Donc en fait, c'est pas suffisant. Et là, c'est ce que je réalise trop récemment à mon goût, c'est que faire du contenu, c'est pas suffisant. Oui, il faut faire du contenu pour être visible, mais derrière, il faut mettre en place des systèmes justement business, sales, prospection pour en fait convertir tes leads en demande réelle, ou convertir ta demande en lead, plutôt dans ce sens-là, et générer du CA, parce que aujourd'hui c'est ce qui fait vivre aussi. Donc ouais, je pense que c'est une prise de conscience que j'ai mis un peu de temps à faire. J'ai pas comme ça de tête mon chiffre d'affaires, mais clairement
Je pense que je suis en dessous des 20 000 à l'année, tu vois. Donc, pour un solopreneur à plus de 3-4 ans, c'est quand même long au démarrage. Mais je sais aussi que je le fais pour moi parce que je veux construire quelque chose dans le temps. J'ai vraiment cette vision à terme. Mon podcast, pour moi, il a plus d'importance que un dixième coaching en ce moment, tu vois. C'est plus important pour moi de faire croître mon audience. C'est plus important parce que je sais qu'à terme, ça va pas me faire gagner 1, 2 clients. C'est peut-être ce qui va m'en faire gagner 50. Donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, j'accepte d'avoir moins pour avoir plus tard. En tout cas, c'est le pari que je prends. Je suis pas sûre à 100% que ça va marcher. On se rappellera dans quelques années pour en parler ou dans quelques mois. Mais c'est le pari que je prends, c'est de me dire, bah en fait, il faut que j'investisse plus aujourd'hui. C'est comme ça, tant pis, je gagnerai moins et j'aurai plus tard, quoi. Ouais, super intéressant. Bah, c'est un peu la démarche que j'ai choisie là cette année, justement avec ce podcast. Le média, ça prend beaucoup de temps. Mais ensuite, derrière, si t'as pas forcément enfin, une conversion de tes auditeurs ou lecteurs dans ta newsletter ou je ne sais quoi vers des offres payantes, bah, c'est beaucoup de temps passé Ouais. pour zéro finalement. Là, je suis en train de chercher moi un sponsor de mon côté pour quand même, en gros, monétiser d'une manière, on va dire, indirecte le média, pour qu'en gros, j'y Mm, passe du temps, mais que ça soit quand même monétisé. mm. Mais non, ouais, ça prend du temps. Franchement, le média, bah, j'ai une baisse de chiffre d'affaires moi aussi là en début d'année avec le média. Après, je continue quand même le freelancing, vendre mon temps du coup à des boîtes sur mon expertise, mais qui est Mm. décorrélée de mon média. Toi, tu fais toujours un peu de marketing ou t'as complètement arrêté du coup? Non, j'ai complètement arrêté. J'accompagne un athlète avec qui j'ai noué une relation affective depuis ça fait 1 an et demi que je le suis dans tout ce qui est personal branding, prise de parole, média training. Mais c'est pas 100% marketing, tu vois. C'est du marketing, mais en réalité, on travaille beaucoup sur sa façon de se présenter, raconter son histoire. Le média training, c'est très lié à la gestion du stress, des émotions, donc on n'est pas si loin de la prépa mentale. Donc là, c'est typiquement une offre que je suis en train d'envisager de développer, cette partie prise de parole, média training, parce que c'est très lié au mental, c'est très lié à la gestion du stress, donc ça fait sens par rapport à ce que je suis en train de promouvoir, mais je veux pas m'éparpiller trop. Le marketing pour le marketing, c'est non. C'est plus possible. Je pourrais et je le ferais très certainement si je pensais que chiffre d'affaires et finance, parce que bah oui, hein, ça crée du stress en plus hein, de pas bien gagner sa vie. Il faut se le dire, il faut être franc à un moment donné. Mais je sais aussi que si je le fais, c'est du temps en moins à investir sur un projet qui me tient à cœur et dans lequel j'ai confiance. Tu vois, j'ai la bonne intuition, je sais que ça va marcher, je sais que ça prend du temps, mais je sais que ça va fonctionner. C'est comme si un athlète de haut niveau, au lieu d'aller s'entraîner, il se dit bah attends, je vais aller vendre des trucs ou je vais aller bosser, j'en sais rien. Je vais aller avoir un job à côté. En fait, au lieu de me consacrer à l'entraînement pour atteindre Ouais. mon objectif d'athlète de haut niveau, non, en fait, parce que tu es passionné et que tu as confiance dans le fait que tu vas réussir à atteindre ton objectif. Donc, tu acceptes à un moment donné d'être dans une zone dangereuse, inconfortable, parce qu'il faut le dire, ça l'est, pour quelque chose de plus grand. Quelque chose et plus grand, ça veut pas dire plus de CA, ça veut juste dire quelque chose qui te fait vibrer à toi. Moi, encore une fois, si encore je prenais du plaisir à faire du marketing, ponctuellement, ça m'arrive, hein, gratuitement, je donne plein de conseils. Encore l'autre fois sur LinkedIn, je faisais des conseils à quelqu'un sur vas-y, ton storytelling, il est pas bien et tout, mais j'ai plus envie de vivre de ça, j'ai plus envie de devoir faire du marketing. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je fais suffisamment de marketing dans la promotion de mon propre business, ça me suffit. Si j'étais passionnée, je continuerais comme toi à avoir cette activité de freelance. Mon activité de freelance aujourd'hui, c'est d'être coach. Donc, je préfère me consacrer à 100% à ça. Ouais, ok, super intéressant. Et en gros, tu as lancé un bootcamp, tu en as parlé, mais je trouve que c'est intéressant de revenir un peu sur ces, Ouais. entre guillemets, échecs, même si c'est pas un échec, et tu vas très bien nous le rappeler, je pense. Mais tu as lancé un bootcamp et finalement tu l'as annulé. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ouais, en réalité, j'en ai même lancé 2 que j'ai Ah, annulés, je savais mais pas le le premier il compte deuxième. pas. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. J'ai voulu lancer un bootcamp le premier cet hiver et j'ai lancé le deuxième là début d'année. J'ai annulé les deux. Le premier parce que la thématique au fond ne me plaisait pas, j'en étais pas convaincue. En fait, j'ai été invitée à faire une conférence sur la question du why, donc du pourquoi
qu'on cherche par Stello. Donc, j'ai fait cette conférence à Paris et je me suis dit, oh là là, mais attends, le contenu que j'ai travaillé pour la conférence, franchement, je pourrais en faire un bootcamp, je pourrais l'utiliser. Donc, et puis comme j'avais des gens qui avaient manifesté leur intérêt, je m'étais dit, ok, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, j'ai eu le biais de confirmation de peu de personnes, tu vois, en me disant, en fait, je me disais à l'avance, ok, parce que j'ai tellement travaillé dessus, ce serait bien que je fasse un bootcamp. Donc, les entre guillemets, pauvres 2-3 personnes qui m'ont dit, ah oui, ce serait bien. Moi, je me suis dit, ah, ok, il y a une demande. Pas du tout. Il y avait pas du tout de demande. Fail. Déjà, c'était pas du tout le bon angle. Ensuite, le sujet parlait pas suffisamment. Donc là, j'ai clairement pas eu assez d'inscrits. Et en plus, moi, ça m'animait pas. Tu vois, pour le coup, je procrastinais. Et je sais très bien quand je procrastine, c'est pas le stress, c'est que je suis pas au bon endroit. Moi, je me fais vachement confiance en termes de procrastination. Puis quand je procrastine, bon, si je procrastine une matinée ou parce que j'ai autre chose à faire ou que je suis stressée, c'est différent. Mais si pendant des semaines et des semaines, j'avance pas sur le projet, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Donc ça, je les aborte. Et ensuite, le deuxième, c'était pour le coup, justement sur cet aspect coaching, santé et performance. Et je voulais proposer un bootcamp pour les solopreneurs, justement, à optimiser en fait leur santé et leur performance en plusieurs semaines. Et là, l'erreur que j'ai fait, c'est que plusieurs erreurs, en fait, j'en ai fait plein même. Je me suis lancée un peu trop vite. J'ai skippé la phase de teasing, et on en parlait tout à l'heure, qui pour moi est clairement la phase de teasing, bulle du public, préinscription, qui est vraiment important parce qu'un premier bootcamp, ça demande un travail énorme, deux, c'est très, 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 très dur à lancer en visibilité quand on n'en a pas fait avant. À la lancer, donc à gagner en visibilité et à obtenir la crédibilité des personnes quand on n'a pas encore la preuve sociale de ce qu'on a lancé. Donc moi, j'ai vraiment sauté cette phase et je m'en suis mordu les doigts parce que j'avais pas suffisamment d'inscrits. Et ensuite, j'ai pris ce recul de me dire que lancer un bootcamp, c'était bien quand on avait une méthode, quand on avait quelque chose qui fonctionnait pour un groupe. Or, moi, ce que je fais, c'est du personnalisé. Et je me suis dit, je n'ai pas assez de recul aujourd'hui pour standardiser ce que je fais de manière personnalisée. Donc, ça ne fait pas de sens. C'est comme si j'allais faire un bootcamp. C'était plus pour, franchement, hein, faut se le dire, hein, c'était pour économiser du temps. Parce que tu passes, en fait, ça c'est aussi une erreur. Parce qu'en réalité, tu n'économises pas du tout le temps, vu le temps que j'ai passé à construire, à communiquer, à créer du contenu. Mais dans ma tête, c'était, je serais beaucoup plus rentable à vendre 1 heure de mon temps à 10 personnes qu'à une personne. Donc, cette erreur déjà d'essayer de standardiser quelque chose où j'avais pas encore assez le recul, parce qu'à terme, ça viendra, tu vois, il y a des patterns, il y a des choses où tu peux te dire, ah oui, la plupart des gens ont ça, ok, moi je propose ça, et ça leur amène tel résultat. C'est ce que fait très bien Flavie avec son bootcamp, l'incubateur solopreneur. Il y en a plein d'autres qui le font. Moi, c'était pas mon cas. Donc, il y avait un peu cette intuition de dire déjà, l'offre n'est pas adaptée aux besoins, à la problématique. Et je me suis perdue sur le troisième point que je voulais dire, mais c'est que globalement, attends, j'essaie de me remettre ce que j'avais dans la tête. Tac. Et toi, c'est un sujet aussi assez personnel, en gros, santé mentale, et du coup, le format bootcamp est aussi peut-être plus compliqué à vendre, déjà sur un sujet qui est plus personnel qu'un sujet Oui, business ou autre. oui, c'est vrai, quelque part. Mais en même temps, oui et non, parce que quand tu abordes la santé mentale, le sujet du bootcamp, c'était pas d'aller creuser les croyances profondes et les douleurs d'enfants, etc. C'était vraiment plus optimisation de ton énergie. Mais je pense que, ah oui, si, c'est ça, mon troisième point que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que l'erreur que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de changer, en fait, en cours de route. En fait, c'est pas que j'ai essayé de changer, c'est que j'ai changé d'approche, j'ai changé de méthode. J'ai essayé de structurer un petit peu plus ce que je faisais. Et en fait, quand t'allais lancer un produit, revenir dessus, voilà, j'ai créé en fait de la friction toute seule. Donc j'ai mal communiqué, hein, mais globalement. Mais c'est pas grave. Déjà parce que je pense que aujourd'hui, je suis contente de pas avoir assumé un bootcamp en ce moment, parce que le travail que ça demande, c'est énorme. Ensuite, parce que les personnes qui m'avaient fait confiance pour le bootcamp, j'ai pu les reconvertir en coaching individuel, donc je n'ai pas perdu quelque part le travail que j'ai fait. Et encore parce que finalement, ça fait du bien mentalement de se décharger, tu vois, de certains projets, de dire non, de dire ok, peut-être que ça c'est pas pour le moment. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais, mais aujourd'hui c'était pas le bon timing. Je préfère me concentrer sur le coaching individuel. Les efforts et le temps que je passe à la promotion potentielle d'un bootcamp, je vais les passer à faire de la prospection, créer, engager ma communauté, répondre sur les réseaux, être plus active.
pour pouvoir, ou créer des campagnes email justement pour pouvoir capitaliser sur ce que j'ai déjà, quoi, plutôt que d'essayer de reconstruire quelque chose de nouveau. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui font des bootcamps parce qu'ils se disent non mais c'est la mode, c'est cool et puis financièrement c'est intéressant, mais ils n'ont pas conscience de la charge de travail que c'est, de l'insécurité que c'est parce que c'est très dur de lancer un bootcamp. Et puis je pense aussi que on a beaucoup plus de chances de réussir un lancement bootcamp quand on a une communauté qui est développée, quand on a eu déjà une bonne audience, tu vois. Donc moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est vraiment de créer du contenu à balle pour être plus visible sur les réseaux, pour augmenter ma communauté, avoir derrière des bons process, des bons systèmes de vente qui me permet de construire une relation directe ou indirecte avec ma communauté et de les amener vers des offres payantes petit à petit. Et puis, dans quelques mois, quand j'aurai standardisé, parce que il y a ça aussi, plus tu acquiers d'expérience sur une même cible, plus tu es capable de standardiser ton offre. Aujourd'hui, moi, on en parlait tout à l'heure, mes profils, ils sont vraiment super variés. Ça va de l'indépendant à l'athlète, à l'entrepreneur. Donc, en fait, tu peux pas faire un bootcamp où tu mélanges tout le monde ou alors il faut que tu sois sur une thématique super spécifique. Si je fais un bootcamp sur la gestion du stress, c'est OK parce que tout le monde est confronté à la gestion du stress. Si je fais un bootcamp sur... tu vois, par contre, si je fais un bootcamp sur l'augmentation, l'amélioration des performances par les habitudes, tu vois, t'as pas envie d'y aller avec monsieur et Micheline et madame, j'en sais rien. En fait, t'as envie d'être avec des personnes qui te ressemblent. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas cette cible encore suffisamment construite. Donc le choix du bootcamp n'était juste pas le bon. Mais c'est comme ça qu'on avance, hein. On fait des erreurs, on apprend par soi-même, on se reconstruit. Et ce mois de travail sur le bootcamp, je pense que d'un point de vue résultat, il est nul. Mais d'un point de vue efficacité et productivité, il est énorme. Il m'a aussi permis de prendre beaucoup de recul sur mon business. En fait, j'ai jamais aussi peu généré de revenus en travaillant, mais j'ai jamais aussi bien travaillé. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Je suis beaucoup plus claire, ma vision est beaucoup plus claire. Aujourd'hui, j'avance droit. Je suis beaucoup plus justement, tout mon business est beaucoup plus systémique, fonctionne ensemble. Il y a une logique, je sais où je vais. Et franchement, je pense que cette phase de remise en question m'a permis ça. Ok, Attends, trop cool. Bah, déjà, est-ce que... tu fais Ah non, c'est bon, un mot de fin, c'est très très bien. je crois que j'avais plus de batterie, mais c'est bon. Bah, en vrai, je savais pas que tu avais reconverti quand même les personnes que tu avais eues après en coaching. Donc déjà, ça c'est bien, t'as pas perdu ton travail. Ouais. Bah, en tout cas, merci Romy. On approche vers la fin de l'épisode. Où est-ce qu'on peut te contacter si les gens veulent te contacter? Ouais, eh bien, plusieurs solutions, soit LinkedIn, soit Instagram. C'est là où je suis le plus présent. Je n'ai pas une communauté suffisamment grosse pour ne plus répondre à tout le monde. Donc, je réponds à tout le monde, sauf si les demandes sont vraiment nulles. Hein. Ça arrive qu'on me contacte en me disant « Est-ce que tu peux me raconter ton histoire ?» Non, j'ai pas le temps, clairement. Mais en tout cas, voilà, Romy, donc c'est Romy-LCK sur Instagram et puis LinkedIn, c'est Romy Lec. Et sinon, j'ai ma newsletter flowletter.substack.com et mon podcast Génération Flow qui vient bientôt s'appeler Flow System pour tout ce qu'on a évoqué précédemment pour un petit peu plus de cohérence. Mais voilà, en gros, me contacter sur les réseaux ou suivre ma newsletter, il y a mes contacts. Voilà, je pourrais te partager toutes les infos. Ok, trop cool. Bah, je la mettrai suite. tous tes liens en commentaire, au moins les gens pourront aller voir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Je le dis jamais, mais ça aide le podcast quand même. Bah, Romy, merci à Carrément. toi pour l'épisode. C'était très cool de te recevoir et peut-être dans 2 ans pour quand tu lanceras un nouveau bootcamp ou une nouvelle offre ou autre. Ouais, carrément. Et attends, juste, je prends le micro, mais surtout, mettez des reviews sur les podcasts. Allez mettre un commentaire sur le podcast d'Axel Ouais. parce que les reviews, c'est la preuve sociale et c'est ça qui fait que on peut derrière soit aller chercher des sponsors, soit être plus visible sur les plateformes. Et franchement, ne sous-estimez pas le travail que demande un podcast. Donc, si vous écoutez un créateur et que vous aimez ses contenus, montrez-le. Et le meilleur moyen de le montrer, c'est de lui envoyer du love en commentaire et avec plein d'étoiles. Carrément, bah, trop cool. Merci pour la pub. T'en prie. Merci à toi.